Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la physique du billard. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au choc de la bille sur la bande. Le choc sur la bande a pour principal effet de renvoyer la bille vers l'intérieur du billard. Sa vitesse de translation donc change de façon importante et également sa rotation. Dans ces conditions, il n'y a aucune raison pour que la bille se retrouve à l'état de roulement naturel. Elle décrira donc une courbe en sortie de bande. Disons-le tout de suite, ce choc est assez complexe à analyser. Pour simplifier les choses, nous considérerons d'abord que le choc est ponctuel, c'est-à-dire qu'il se passe en un point précis, alors qu'en fait, il se passe sur une surface assez large de la bille, puisque la bille s'enfonce dans la bande. D'autre part, nous analyserons les rotations séparément sur chacun des trois axes, même si ce n'est pas scientifiquement très rigoureux. Voyons tout d'abord la trajectoire suivie par la bille dans un cas banal et les éléments qui la déterminent. La bille arrive sur la bande avec un angle que j'ai noté petit i, un angle d'incidence entre donc la direction initiale de la bille et la normale, à savoir la perpendiculaire à la bande. Cette vitesse initiale se décompose en une composante normale VIN et une composante tangentielle VIT. La bille peut être animée soit d'un bon effet, soit d'un effet contraire. La bille ressort de la bande avec une vitesse de translation que j'ai notée VS, qui fait un angle S avec la normale, et qui peut aussi se décomposer en VSN et VST. Une fois sortie de la bande, la bille effectue une courbe et sa vitesse finale sera notée VF, elle fait un angle petit f avec la normale. Si la bille ne va pas trop vite, on ne percevra pas très facilement cette courbe qui a lieu juste après la bande. Mais cette courbe va quand même changer de façon très sensible l'angle de sortie finale par rapport à l'angle de sortie juste après la bande. Pendant le choc, la bille subit une force très importante exercée par la bande qui aura pour principal effet de renvoyer la bille vers l'intérieur du billard, qui va donc modifier fortement la vitesse de translation, mais qui va également modifier la vitesse de rotation. Cette modification peut avoir lieu vers l'avant ou vers l'arrière selon les paramètres initiaux du choc. Examinons, si vous le voulez bien, tour à tour, la modification de ces différentes grandeurs, en commençant par les plus simples à analyser. Alors, la composante normale de la force, donc perpendiculaire à la bande, aura donc pour effet de transformer la vitesse normale VIN en vitesse normale de sortie VSN, et cela avec un rendement qui, pour les bandes, est compris, on va dire, entre 80 et 85% selon l'état du matériel. Vous voyez donc qu'il y a déjà, à ce moment-là, une première cause de ralentissement de la bille. Voyons maintenant l'effet du choc sur la rotation transversale. Eh bien, on constatera que cette rotation transversale est assez peu modifiée par le choc de la bille sur la bande, ce qui n'est pas sans conséquence. Par exemple, sur ces deux points, l'un joué avec la bille libre et l'autre avec la bille qui va d'abord toucher la bande, on constate que les deux trajectoires sont relativement proches l'une de l'autre. Ensuite, sur ce ralenti, on voit bien que la rotation transversale est peu modifiée par le choc contre la bande. Concernant la rotation longitudinale, directe ou inverse, rétrograde, eh bien, le fait que la bande soit située légèrement au-dessus du centre va donc, comme je l'ai dit, coincer la bille entre la bande et le tapis et va donc donner lieu à des frottements très importants qui vont réduire très sensiblement la rotation longitudinale, que ce soit directe ou en rétro,
comme on le voit sur ce ralenti. Dans le cas où la rotation longitudinale est beaucoup plus importante que dans le cas d'un roulement sans glissement naturel, eh bien, on voit qu'une part importante de cette rotation va être conservée, ce qui permet, par exemple, d'effectuer des doublements de bande, ce qu'on le voit sur les points suivants. Par contre, si on joue sur du matériel neuf, où les effets se conservent plus longtemps car les frottements sont moindres, eh bien, on pourra éventuellement se faire surprendre sur certains points, la rotation longitudinale conduisant à des courbes qui ne sont pas habituelles lorsqu'on joue sur du matériel usagé. Nous abordons là la principale difficulté de cette étude. Avant de lancer l'étude proprement dite sur le billard, je vais me permettre de faire une petite parenthèse qui va nous permettre de bien voir la différence entre un choc par adhérence et un choc par frottement. Plaçons une planche inclinée d'un certain angle et laissons tomber un petit bout de bois sur cette planche. On s'aperçoit que tant que la planche n'est pas trop inclinée, le bout de bois va rester fixe sur la planche. Par contre, si on dépasse un certain angle d'inclinaison, eh bien à partir de cet angle, le bout de bois va systématiquement glisser sur la planche. Une propriété très importante du choc par glissement, c'est que la force exercée, la force de frottement exercée sur les corps est indépendante de la vitesse relative des deux corps. Nous verrons que cela a une importance, une incidence sur le choc de la bille sur la bande quand il est à l'état de glissement. Bien, revenons au billard. Dans le cas du choc de la bille sur la bande, eh bien, le frottement va être beaucoup plus important que dans le cas du choc d'une bille sur une autre bille. C'est pour cela qu'il faudra considérer les deux types de chocs, par adhérence ou par glissement. Par analogie avec le cas du bout de bois qui tombe sur la planchette, il nous faudra considérer l'inclinaison de la vitesse du point de contact de la bille avec la bande, et en fonction de cette inclinaison, nous aurons un choc par glissement ou par adhérence. Alors en cas de glissement, la bille va glisser sur la bande pendant le choc, tout en conservant une certaine rotation. En cas d'adhérence, lorsque la bille arrive sur la bande, les points de contact de la bille avec la bande vont être immobilisés et ensuite la bille va rouler sur la bande pendant le choc. Selon mes mesures, pour un billard en bon état, relativement neuf on va dire, l'angle limite qui sépare les deux types de comportements, adhérence et glissement, sera de l'ordre de 60 degrés. Si le billard est usagé, cet angle sera plus grand, ce qui fait qu'on aura moins facilement un comportement de glissement. Nous allons pouvoir distinguer 4 types de comportements, selon qu'on est en situation de choc par adhérence ou de choc par glissement, et selon que la vitesse résultante du point M est dirigée vers l'avant ou vers l'arrière. Un petit rappel concernant la force de frottement, la force qui va s'exercer sur la bille pendant le choc, et bien cette force est toujours dirigée dans le sens inverse de la vitesse totale du point M. J'insiste, il faut considérer la vitesse totale du point M, qui est la somme de la vitesse de translation et de la vitesse due à la rotation. Si l'effet est un effet contraire, eh bien cette vitesse due à la rotation va augmenter la vitesse tangentielle du point M. Inversement, en cas de bon effet, cette vitesse tangentielle va être diminuée du fait de la rotation. Premier cas, nous avons un choc par glissement avec une vitesse résultante vers l'avant. Ce cas se produit essentiellement pour une arrivée assez parallèle à la bande. Et l'effet contraire favorisera ce comportement. Pour une bille sans effet, il se produit dès que l'angle d'incidence est supérieur à l'angle de frottement. La force de frottement est dirigée vers l'arrière, mais reste assez faible du fait du grand angle d'incidence. La vitesse tangentielle sera donc légèrement réduite, et la rotation latérale sera réduite en cas d'effet contraire et augmentée en cas de bon effet. Deuxième cas de figure, nous avons un choc par adhérence et la vitesse résultante est toujours dirigée vers l'avant. Ce cas se produira si l'effet de la bille n'est pas trop important
et pour une arrivée plutôt perpendiculaire à la bande. Pour une bille sans effet, il se produira dès que l'angle d'incidence est inférieur à l'angle limite entre les deux types de comportements. Si la bille n'a pas d'effet ou juste un peu de bon effet, eh bien la rotation latérale sera augmentée, dans le sens du bon effet. En cas d'effet contraire, la vitesse tangentielle va diminuer, voire sera inversée, c'est-à-dire que la bille va revenir dans la direction plus ou moins d'où elle venait. La rotation latérale sera diminuée et peut même se trouver inversée si la bille a très peu d'effet contraire. Troisième cas de figure, nous sommes encore en situation d'adhérence, mais cette fois, la vitesse résultante est dirigée vers l'arrière. Ce cas ne peut se produire que si la bille a un bon effet assez prononcé. Il est favorisé par une arrivée plutôt perpendiculaire à la bande. La vitesse tangentielle sera augmentée, mais par contre, la rotation latérale sera réduite. Enfin, quatrième et dernier cas, nous avons un comportement par glissement avec une vitesse résultante vers l'arrière. Ce cas n'est possible que par une rotation latérale très importante dans le sens du bon effet, typiquement pour des points joués en développé. La force de frottement sera dirigée vers l'avant, donc il y aura augmentation de la vitesse tangentielle et par contre réduction du bon effet. Pour ceux qui souhaiteraient aller un peu plus loin concernant le cas de l'adhérence, je vous propose un modèle simplifié qui conduit à distinguer les différents cas de modification de vitesse tangentielle et de rotation au travers de ces quelques lignes de calcul. En cas de glissement, la force de frottement est indépendante de la vitesse des points de contact de la bille avec la bande. Ce qui fait que, quelle que soit la rotation, eh bien, la trajectoire en sortie de bande sera toujours à peu près la même. Par contre, cette force de frottement dépend fortement de l'angle d'incidence de la bille. Plus l'arrivée sera parallèle à la bande, plus la force de frottement sera faible. Attention, il faut se méfier des conclusions qu'on va pouvoir tirer de ces modifications et en particulier de la rotation de la bille. On se rappelle que l'effet latéral, c'est le rapport entre la rotation latérale et la vitesse de translation. Cette vitesse de translation va diminuer, d'une part parce que le rendement de la bande est de l'ordre de 80%, et d'autre part parce que la bille va subir des frottements en sortie de bande, ce qui va également contribuer à cette réduction de vitesse de translation. Donc si la rotation latérale reste inchangée, du simple fait que la vitesse de translation est diminuée, eh bien l'effet est augmenté. Si la rotation latérale est augmentée, bien entendu, l'effet, lui, sera également augmenté. Par contre, si la rotation latérale est diminuée, eh bien on ne peut pas dire si l'effet va être augmenté ou diminué. Ça va dépendre de l'ampleur de cette diminution de rotation latérale. L'angle de réflexion final de la bille sera différent de l'angle de réflexion qu'on a en sortie de bande, car la bille va décrire une courbe à la suite du choc contre la bande. Alors pourquoi cette courbe? Eh bien, tout simplement parce que la rotation transversale de la bille va être essentiellement conservée, très peu diminuée, et donc la rotation en sortie de bande ne sera plus perpendiculaire à la vitesse de translation. On aura donc le plus souvent une courbe qui aura pour effet d'augmenter l'angle de réflexion. Alors cette courbe en sortie de bande aura pour effet non seulement de modifier la direction de la bille, c'est-à-dire l'angle de réflexion, mais également de freiner la bille et par cela même automatiquement d'augmenter l'effet latéral. En cas d'effet rétro assez prononcé, pour que cet effet ne soit pas annulé du fait de la compression sur la bande, eh bien, nous aurons une courbure inversée, ce qui est assez rare lorsqu'on joue les points classiques, mais qui par contre peut être assez utilisé au biais artistique.
Voyons quand même un exemple de l'utilisation de cette fameuse courbe inversée sur un point classique au jeu d'une bande. Si la bille arrive à l'état de glissement pur sur la bande, eh bien, nous n'aurons pas cette courbe en sortie de bande, puisque la rotation sera nulle. La bille partira en ligne droite. Ce qui va donc, par rapport à un cas où la bille arrive en état de roulement naturel, réduire l'angle de réflexion. Ce n'est pas sans conséquence, en particulier lorsqu'on joue des points de rappel, comme nous le verrons lors de notre vidéo consacrée aux aspects pratiques découlant de toutes ces réflexions. Une petite parenthèse. Vous avez sans doute déjà entendu, à propos du choc de la bille contre la bande, incidence égale réflexion. Bon, cette relation n'est pas vraie la plupart du temps. Il suffit pour cela de faire une expérience simple, comme celle qui est montrée sur cette figure. On voit bien que l'angle de réflexion est plus grand que l'angle d'incidence. Bon, cela est quand même, disons, à peu près vrai pour de petits angles d'incidence jusqu'à 15 degrés. Bon, pour résumer un peu tout cela, je dirais que le choc de la bille contre la bande est loin d'être un choc simple, c'est même assez complexe. Il est difficile de déterminer, du moins avec précision, ce que sera l'état final de la bille en fonction même de son état initial, même si on connaît tous les paramètres. Cela dépend en particulier du matériel qui a une forte influence sur ce choc. Les billes peuvent être plus ou moins propres, le billard plus ou moins propre, ou le billard plus ou moins humide, etc. Enfin, tous les paramètres habituels qu'on connaît bien concernant le billard. Pour résumer, nous dirons que la bille est renvoyée par la bande vers l'intérieur du billard avec une direction qui dépend essentiellement de l'effet latéral qu'avait la bille avant le choc. Si on joue une bille sans effet, l'angle de réflexion sera légèrement supérieur à l'angle d'incidence. Si on joue avec du bon effet, cet angle de réflexion sera augmenté, et si on joue avec de l'effet contraire, cet angle sera diminué. Une exception toutefois, à partir d'un certain angle d'incidence, dès qu'on est à l'état de glissement, la rotation de la bille, l'effet latéral, n'aura pas d'incidence sur le rendement du choc, c'est-à-dire sur la direction finale de la bille. Alors pour des angles, disons, moyens, eh bien, en cas de bon effet, si l'effet est faible, il sera augmenté. Si l'effet est important, il sera diminué, ce qui fait que, par exemple, au bout de 2 ou 3 bandes, la bille va retrouver un effet moyen qui sera toujours à peu près le même. En cas d'effet contraire, la plupart du temps, nous aurons un choc par glissement, sauf si l'angle d'incidence est petit, auquel cas nous aurons un choc par adhérence qui aura pour effet de diminuer fortement la vitesse tangentielle de la bille, voire de l'inverser, c'est-à-dire que la bille revient vers la direction d'où elle était partie, et en tout cas, l'effet sera toujours diminué. Enfin, je dirais que le choc de la bille contre la bande va fortement réduire la vitesse de translation. D'une part parce que le rendement de la bande est, on l'a vu, entre 80 et 85%, et ensuite, après la bande, il y a une courbe accompagnée de frottements sur le tapis qui vont également réduire cette vitesse. Finalement, la vitesse de la bille sera comprise entre 50% et 100% de la vitesse initiale. 50% lorsqu'on attaque une bille avec une incidence perpendiculaire et un roulement naturel. 100% lorsqu'on attaque la bande parallèlement. Ce chapitre était assez complexe, je vous l'accorde. J'espère cependant qu'il vous a permis de mieux savoir ce qui se passe sur le billard et surtout de mieux comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite maintenant à passer à l'étape suivante. Ce sera la dernière vidéo consacrée strictement à la physique du billard et ça concerne le choc de la queue sur la bille.